les amis et plumophiles naturellement, très heureux de vous retrouver, même si c'est devant une caméra, mais bon, autant profiter des moyens modernes, et pour correspondre. Et toujours évidemment sous l'œil attentif de mon petit Père Noël, entouré de ces deux superbes muses. Alors, qu'allons-nous étudier aujourd'hui? Eh bien, un sujet qui me paraît tout à fait d'actualité, qui est le véhicule électrique, entre autres la voiture, en France bien sûr, et puis en Europe également. On ira peut-être un petit peu plus loin. Ces voitures électriques ou ces véhicules électriques sont-ils quelque chose de récent? Pas du tout, puisque ça date, les premières datent 1830. 1830, c'est quand même pas hier, même si c'est pas si loin que ça. Et le problème qui se posait évidemment à l'époque, c'était la qualité des batteries, d'où l'autonomie. Alors, ces batteries ont été perfectionnées par deux Français qui s'appelaient Léon Planté et Camille Faure, ce qui a apporté un certain succès à ces véhicules. À la fin du 19e siècle, eh bien, le véhicule électrique avait un certain succès. Et puis, à tel point d'ailleurs que le 28 avril 1899 eut lieu un record qui est quand même assez célèbre, qui est celui avec un véhicule qui s'appelait la Jamais Contente. Alors déjà, avec un nom comme ça, tous les espoirs sont permis. Qui était donc un véhicule électrique, un tube avec deux cônes à chaque bout pour améliorer l'aérodynamique, quatre roues, un siège au milieu, les batteries, et comme ça, eh bien, on a atteint 105,8 km/h quand même, en gros 106 km/h, ce qui n'est pas rien. À l'époque, nous sommes en 1899. Et puis ce succès s'est petit à petit atténué. Pourquoi? Eh bien, tout simplement par l'avènement du moteur à pétrole. Alors quand je dis pétrole, c'est essence, c'est aussi diesel. Pas trop à l'époque, mais surtout essence. Et pour savoir que à partir de 1917, comme quoi les guerres quelquefois servent à quelque chose, eh bien, on obtenait déjà des moteurs de 400 chevaux sur les avions, ce qui est quand même pas rien. Et puis, eh bien, le véhicule électrique, eh bien, en tout cas, est fini par, je dirais, s'essouffler complètement au profit du moteur thermique, moteur à piston, bien sûr, sous forme de voitures, de petits utilitaires. Rappelez-vous les taxis de la Marne pendant la guerre de 14. Donc il a eu évidemment un rôle tout à fait fondamental pendant cette guerre, ainsi que la machine à vapeur, ce qu'il ne faut pas oublier. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans des vidéos suivantes. Alors, ces véhicules électriques, donc routiers en tout cas, ont plus ou moins disparu, mais ils n'ont pas disparu complètement, en particulier au niveau des mines, puisque descendre un moteur thermique avec un échappement de gaz brûlé dans une mine, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Donc on avait des locotracteurs électriques sur batterie, moteur à courant continu. Pourquoi? Parce que le moteur à courant continu est un moteur simple, robuste, et surtout avec un couple de démarrage très, très puissant, très fort, ce qui permettait d'emmener des convois de charbon et de les sortir de la mine. Alors, ensuite, il n'y a pas eu que ça. Dans les usines chimiques, je crois que jusque dans les années 85, au nord de Paris, il y avait encore des locotracteurs électriques. Bon, les usines chimiques, ben, c'est pareil, il faut quand même être prudent. Il y a également, et ça existe toujours, tous les transpalettes et autres accumulateurs. Donc l'accumulateur est encore beaucoup plus utilisé. Et puis, si l'on revient au début du XXe siècle, si on fait une petite marche arrière, c'est le cas de le dire, eh bien, on constate qu'aux États-Unis, il y a eu un certain essor pour les motrices, des motrices type tramway, type métro, puisque 280 ont été construites dans les années 1905-1910, avec récupération d'énergie, déjà à l'époque. Vous savez que la récupération d'énergie sur une voiture électrique actuelle, c'est 20-25% de l'énergie récupérée pour le freinage lorsqu'on descend
lorsqu'on descend des reliefs, etc. Donc c'est quelque chose d'important quand même, hein. C'est presque quasiment le quart de la capacité des batteries. Et puis, donc ces automoteurs, récupération d'énergie, c'est évidemment pas par l'intermédiaire de systèmes électroniques, mais par des contacteurs, c'est-à-dire clic-clac, à chaque fois que les contacteurs fonctionnent. Bon, c'était déjà pas si mal. Voilà. Et puis, bon, le moteur thermique, évidemment, en est arrivé, je dirais, aux performances qu'il a aujourd'hui. Bon, petit à petit, tout ça, ça a disparu, en tout cas en tant que véhicule routier. Sauf à partir... Alors, il y a eu des tentatives aux États-Unis dans les années 90 qui ont eu pas mal de succès, et puis ça a disparu pour des raisons, je pense, économiques, politiques, enfin, j'en sais rien. Et en France, en tout cas, et en Europe, eh bien, on a vu le véhicule électrique revenir, grâce en particulier aux batteries lithium, cobalt, ion à l'époque. Même si depuis le cobalt a plus ou moins disparu, enfin pour ce que je sais en tout cas. Donc nous avons des batteries lithium-ion qui sont assez performantes, puisqu'on est à entre 250 et 270-280 watts par kilo, contre 40 watts par kilo pour une batterie plomb-acide. Donc si vous voulez avoir par exemple 10 kW de capacité, 10 000 watts, imaginons un instant ce que ça représente en batterie plomb déjà, au point de vue masse. Et là, on rentre dans un système, j'allais dire, vicieux, qui est un peu le système aéronautique. Tout kilo, toute masse supplémentaire en entraîne une autre, etc., etc. Et vous finissez avec un engin tel que vous ne vouliez pas qu'il soit au départ. Donc il faut évidemment faire léger, et chaque masse gagnée peut en entraîner une autre, et ainsi de suite. Donc c'est de l'autonomie. Alors ces batteries lithium-ion, ont un certain nombre quand même d'inconvénients. Elles sont très performantes effectivement, mais elles nécessitent une régulation très fine. J'ose pas dire qu'elles sont un peu instables, parce que là, immédiatement, tous les esprits chagrins vont dire « oui, mais ça brûle, etc., etc. » Il y a eu plein de problèmes. Bon, on va voir ça. Mais néanmoins, pour moi, comment dirais-je, le problème sans doute principal, c'est quand même le lithium par lui-même, puisque c'est pas un métal qu'on trouve partout. Donc il y a un côté un peu stratégique. Et malheureusement, quand on parle de métaux stratégiques, on parle de concurrence, on parle éventuellement de conflits, c'est comme le pétrole, bien sûr, le gaz, etc. Les grandes puissances ayant une certaine tendance à estimer que tout ce qui est intéressant pour eux leur appartient. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, quelle est la masse embarquée pour une voiture standard, c'est-à-dire 63-65 kW, qui va nous donner une autonomie de l'ordre de 350-400 km suivant la température, ou le besoin, chauffage, choses comme ça. On est aux alentours de 260 kg d'accumulateur, de batterie, c'est la même chose. La durée de vie, 7 à 8 années, c'est ce qui est couramment admis. Personnellement, je connais des voitures qui ont plus de 10 ans, qui ont toujours leur batterie, qui roulent toujours avec, qui sont des lithium, et qui ont perdu, oui, mais enfin, c'est pas catastrophique. Le problème qui peut se poser effectivement avec ces batteries, enfin ces voitures en fait, puisque vous avez un certain nombre de personnes qui vous disent « oh là là, oui, mais au bout de 4 ans, c'était déjà mort, etc. etc. » Oui, ce sont vraisemblablement deux raisons. La première, c'est que ces véhicules n'ont subi que des charges rapides, et jamais très bon pour une batterie. Ensuite, il y a des spécifications de décharge. Il ne faut pas emmener les batteries quasiment à zéro. Alors, sauf sur vraiment incident pour rentrer à la maison, mais c'est jamais très bon. Les constructeurs disent de ne pas descendre en dessous de 15%. 20%, c'est même pas plus mal. Et ça permet effectivement d'avoir des accumulateurs qui durent, d'être beaucoup plus tranquille au point de vue pérennité des accumulateurs.
Ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Alors, le véhicule actuellement, en France en tout cas, le véhicule électrique a un véhicule comparable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer une petite voiture avec une grosse. Ça, c'est une erreur qui est régulièrement commise. Non, il faut comparer ce qui est comparable. Bon, une voiture électrique par rapport à la même en voiture thermique est plus chère. Bon, il y a des raisons pour ça, on les verra un petit peu après. Alors, les batteries, donc, parmi les reproches qu'on peut faire, ce sont effectivement des métaux stratégiques, le lithium, ça c'est clair. Le risque de conflit, ben, on vient d'en parler, avoué ou en sous-main, parce que c'est aussi beaucoup en sous-main, hein, des déstabilisations de gouvernement et autres pour obtenir des richesses, bon, c'est quelque chose d'assez banal. L'affinage du lithium est majoritairement en Chine. Oui, c'est vrai, mais il n'y a rien qui nous empêchait d'en faire autant, que ce soit en France ou en Europe. Bon. L'extraction minière, c'est déplacer la pollution chez les autres. Peut-être, mais c'est pas pareil pour le charbon, pour le zinc, pour le cuivre, pour tout ça. Quand on voit les énormes mines de cuivre au Chili ou ailleurs, je suis pas sûr que ça soit tellement mieux par rapport au lithium. Hein. Alors, la difficulté de revente d'occasion. Oui, effectivement, il y a une raison pour ça. C'est que si on prend un véhicule électrique, par exemple, qui a 5 ans, on veut le revendre. Ces batteries ont encore, disons, 2 ans, 3 ans de vie. Or, la décote du véhicule, qui est une décote Arius, comme tous les véhicules, par rapport au coût du kit de batterie neuve, eh bien, bon, il y a un écart, mais c'est quand même pas énorme. Alors évidemment, ça fait réfléchir pas mal de gens. Sauf que on repart à nouveau pour 5 ou 7 ans, avec garantie, et que ça redonne de la valeur Arius au véhicule. Bon, c'est un choix, bien sûr, parce que les caractéristiques des leasing et autres peuvent aussi influencer grandement le choix. Bon, bien sûr. Alors, quelles sont les statistiques en France? Ça, c'est intéressant, évidemment, de savoir si en France, c'est quelque chose qui marche bien, parce qu'actuellement, il faut quand même reconnaître qu'il y a une certaine campagne, je dirais, anti-véhicules électriques. Du genre, il ne faut plus acheter ça, c'est une arnaque, etc., etc., etc. Bon, on va essayer de voir tout ça, mais d'une façon, je dirais, comme d'habitude, c'est-à-dire sans passion, sans tout ça. Il faut être pragmatique. Voilà, c'est très clair. Personnellement, j'ai pas d'avantage chez un constructeur ou autre, que ce soit de moteur à pétrole ou de voiture électrique. Alors, en 2022, la voiture électrique en France, c'est 12,5% des immatriculations, ce qui représente 1,5% du parc. Bon, c'est pas beaucoup, sachant quand même que le parc, c'est 40 millions, et que l'avènement de la voiture électrique en France, quand même très récent. En 2024, nous sommes à 17% des immatriculations. Nous sommes passés donc de 12,5 à 17, ce qui fait quand même 4,5 de plus si je ne me trompe pas. C'est pas si mal que ça quand même. C'est donc qu'il y a un intérêt. Donc pour les immatriculations, c'est 2,8% du parc, ce qui représente 1,12 million de véhicules électriques immatriculés en France. C'est déjà pas si mal en moins de 15 années, entre 12 et 15 années. C'est pas si mal quand même. Voilà, alors là-dedans, et bien sûr, il y a un impact des administrations qui en achètent pas mal. C'est vrai. Et on les retrouve d'ailleurs sur les bornes, on ne dira pas de mal, sur les bornes de recharge où ils ont quelquefois tendance à y rester un peu longtemps. Et puis, il y a également les entreprises. Les entreprises, pour une question de marque, pour une question d'écologie, bon, voilà. Mais enfin, néanmoins, il y a quand même un intérêt qui se manifeste. Alors, l'autonomie, en 2014, nous étions à 200 km, c'est-à-dire entre 150, 180 et 200 km. Ça dépend. Si par exemple vous avez besoin du chauffage
l'hiver et que vous êtes dans un embouteillage, eh bien c'est sûr que le chauffage va prendre une partie de l'énergie des batteries. Alors à ce propos, je souligne quand même quelque chose, parce qu'il y a une ânerie qu'on voit régulièrement, c'est que dans un embouteillage, quand les voitures sont à l'arrêt, un véhicule électrique ne consomme pas d'électricité, à part l'éclairage, ça c'est pas grand-chose, et puis le chauffage si vous en avez besoin. Alors c'est sûr que si vous chauffez à 25 ou 26 degrés la voiture, en réglant la température en ouvrant les fenêtres, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pareil pour la climatisation l'été, si vous voulez 18 degrés dans la voiture alors qu'il y a 32 au soleil, enfin à l'ombre, c'est sûr que ça se traduit par quelque chose. Bon, là aussi il faut peut-être être un peu raisonnable. Et puis en 2024, nous sommes entre 350, 360 et 400 km, ce qui n'est pas négligeable. Personnellement, je vis donc à la campagne, dans le sud de la France, la partie sud de la France, région touristique, et si je ne les ai pas comptés, mais c'est une estimation, période touristique entre mai et puis septembre, eh bien, surtout en juillet-août, je constate à mon avis, entre 15, peut-être même 20% à certains endroits, de véhicules électriques. Alors, je ne vais pas faire de pub pour Tesla, mais énormément de Tesla, qui viennent d'où? Qui viennent de Belgique, qui viennent d'Allemagne, qui viennent même de Hollande. Je pense que ça doit quand même donner satisfaction, parce que sinon, je ne sais pas, ils auraient une remorque derrière avec un groupe diesel pour recharger. Faut être sérieux. Donc il y a quand même, quelque part, un intérêt, c'est évident. Alors, dans ces véhicules, il y en a aussi qui ont des capacités plus importantes, jusqu'à 600 km en gros. Alors c'est sûr que ça fait qu'en gros, que par rapport à la Belgique, une recharge en route, c'est tout. Bon, mais bon, évidemment, le véhicule, c'est pas le même prix, hein. Alors, imaginons maintenant que ce véhicule électrique, en France, voire en Europe, se développe. Bon, se développe bien en tout cas. Bien, c'est un grand confort de voyage. Et je souligne d'ailleurs à ce propos que beaucoup de gens qui portent des avis négatifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, je dirais, très... J'ose pas dire le mot honnête parce que c'est pas ça en fait, hein. Enfin, qui sont un peu partiaux, bien souvent n'en ont jamais conduit. Je pense que quand on a conduit une voiture électrique, une petite ou une grosse, c'est quand même un grand confort. C'est silencieux par le bruit des pneus, mais ça on va pas enlever les pneus. C'est quand même très agréable. Pas de changement de vitesse, pas de tout ça, c'est quand même bien. Alors évidemment, il y a par rapport à un véhicule thermique, il y a un équivalent coût d'achat qui, si ça se développait, inévitablement se réduirait entre le véhicule thermique et le véhicule électrique. Ça, plus on construit de véhicules, moins théoriquement c'est cher, bien sûr. Et puis on verra le côté véhicule chinois, l'impact qu'il peut avoir en France sur les coûts. Ça c'est un autre problème, on le verra après. Un marché d'occasion qui pourrait se développer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a différentes raisons. Une pollution locale, souvent franco-française ou européenne, une pollution locale en sensible diminution, c'est évident, comme le bruit, bien sûr. Une moindre entretien mécanique. Moi, je connais des véhicules qui ont maintenant 7-8 ans, à part les remises à jour de logiciels ou des bricoles de droite et de gauche, mais il n'y a pas de joint de culasse à changer, il n'y a pas de vidange à faire, il n'y a pas de... alors tout ce qu'on peut avoir sur un véhicule électrique, changer les pots d'échappement ou de X années, et il n'y a pas tout ça. Donc ça, c'est quand même... c'est une économie énorme, il ne faut pas l'oublier non plus, ça. Que ce soit l'assurance et l'économie mécanique, c'est quand même très important. Sur un véhicule thermique, si vous en servez beaucoup, il y a forcément de l'entretien. Ne serait-ce que vidange, filtre à air, filtre à huile, filtre à poussière, tout ça. C'est pas gratuit, hein. Un meilleur niveau de sécurité, absolument.
Une condition d'hygiène urbaine évidemment améliorée, bon, ben ça on s'en doute, hein. Et idem pour les cycles électriques. On voit qu'aujourd'hui il y a un engouement, alors je ne sais pas dans les grandes villes, peut-être un peu moins et encore que, j'y vais pas souvent, je n'y vais plus souvent. Mais à la campagne en tout cas, le vélo électrique c'est quelque chose qui a un grand succès, en particulier pour les anciens. Alors je mets A majuscule au mot ancien, hein. Mais les plus jeunes également. Ça devient vraiment un moyen de locomotion avec une autonomie qui fait 40 km, 50 km, c'est quand même pas quelque chose de négligeable. Et une recharge qui coûte pas cher en fait, hein. Et vous avez deux types de batteries, en général, c'est les lithium, bien sûr, lithium-ion, et puis le type batterie sèche, sous forme de condensateur. Ça, c'est quelque chose de très performant, une petite société française qui fait ça d'ailleurs, et enfin qui utilise ça, et ça c'est très performant parce que là, les garanties sont évidemment très importantes. Problème de recharge, ça va très vite, un condensateur, c'est pas un problème, c'est quelque chose de très sécurisant, donc très important. Alors maintenant, l'évolution technologique est-elle irréversible? C'est-à-dire l'évolution technologique du véhicule électrique. On a vu, on peut lui faire un certain nombre de reproches qu'on entend tout le temps, trop cher, autonomie, bon, très bien. Actuellement, vous sans doute n'ignorez pas que est en train d'arriver sur le marché, ou va arriver, c'est même en train de se faire, des batteries semi-solides, voire solides, de type, mais ce ne sont pas les seuls, hein, de type sodium-ion. Alors ion, on met toujours ion, bah oui, c'est un échange entre la cathode, l'anode et un ion, je rappelle, c'est un atome qui a perdu ou qui a gagné des électrons, donc électriquement il n'est plus neutre, Donc on est actuellement, alors ce sont les Chinois qui fabriquent ça, qui ont mis ça a priori au point. Bon, je vais donner le nom de la société, mais on la voit partout, donc je ne pense pas commettre quelque chose de grave en disant ça. Je le prononce en français, c'est CATL, Chine. Et on est aux alentours de 180 watts par kilogramme. Et on espère actuellement 200 watts, voire rattraper les batteries ion. Ça, c'est un très grand progrès évidemment, parce que le sodium, formule chimique grand N petit a, je dirais que c'est pas un métal stratégique, hein, enfin un produit stratégique. Je ne pense pas qu'on crée des guerres pour aller chercher du sodium, qui est extrait en fait de l'hydroxyde de sodium, NaOH, donc par électrolyse. Seul inconvénient du sodium, c'est qu'il est très allergique à l'eau. Très allergique à l'eau, puisque ça produit un dégagement d'hydrogène. Bon, l'hydrogène, il ne faut pas plaisanter avec, hein, ça c'est clair. Le taux d'explosivité bas, c'est 4% dans l'atmosphère, hein. Mais bon, une fois qu'il est dans son contenant, il ne faut pas où est le problème. C'est quand même quelque chose d'important. Alors, je ne sais pas maintenant si au point de vue masse, on gagne. Ça, je n'ai pas étudié ce côté-là. Donc, nous aurions évidemment, dès le départ, un prix nettement inférieur aux productions actuelles, si ça se développe, bien sûr, et c'est en train de se développer. Il y a même des recherches, des applications qui se font en Europe. Des matériaux banalisés, on vient de le voir, sodium, ça coûte pas cher. Fabrication et recyclage aisé, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour le lithium, parce que recycler des batteries lithium, c'est quand même assez technique, hein. Et ça coûte cher. Toujours, au bout, il y a toujours un coût, hein. Nombre de cycles très élevé, on parle de garantie de 10 ans, de milliers de cycles charge-décharge, bon, pas sensible non plus aux recharges rapides, donc il y a quand même beaucoup d'intérêt, hein. Grande durée de vie, bon, on l'a vu, stabilité dans le temps et garantie. Donc, oui, il y a les garanties qui vont aller avec. Donc ça, c'est quelque chose évidemment d'extrêmement important. Alors, ce sodium, on le connaît, mais sous forme de sel, attention, hein. Le chlorure de sodium, c'est-à-dire le sel de cuisine. Alors, une masse de batterie, par exemple pour une 65 kg, si on part sur du 200 watts
plutôt que du 260 ou 270 avec le lithium, ben, ça va nous ramener à peu près 65 kg de plus sur le véhicule. 65 kg, mais il ne faut pas oublier qu'on a le carburant en moins, qu'on a le système d'injection en moins, qu'on a enfin, le moteur qui n'est pas gratuit. Bon, alors on l'a aussi évidemment avec le lithium, hein, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on enlève tout ça. Et qu'en plus, comme les batteries sont sous les planchers des véhicules, on descend le centre de gravité. Ça va dans le bon sens. Alors, il faut donc fouetter la masse de carburant. L'essence est à 0,72, le super carburant 0,72, 0,73. Voilà. Donc, une fois de plus, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Alors, les statistiques. Les statistiques, je voudrais parler un peu de la Chine quand même, qui est vraiment, ça serait dommage de ne pas en parler, le grand pays moteur dans le monde, puisque c'est quand même le plus grand vendeur et fabricant de véhicules électriques dans le monde, avec 2/3 des productions et des ventes. Hein, pas rien. Hein. Actuellement en Chine, nous avons, alors ça c'est, pardon, pour 2024, 23 millions en circulation. 23 millions, hein, le curseur est au bon endroit. 67 millions de 2 et de 3 roues. Mais bon, il y a aussi 1,4 milliard d'habitants, hein, faut quand même pas, c'est plus grand et c'est plus peuplé que la Belgique et le Luxembourg, hein, quand même. Hein. Et c'est 3,5 fois l'Europe. L'Europe de Bruxelles. 350 000 camions, mais je ne connais pas le tonnage de ces camions. Quand on parle de camions, je pense quand même qu'ils font 10 ou 20 tonnes, ou peut-être plus. Hein. Et de toute façon, techniquement, et ça a déjà été fait même en Europe, il n'y a rien qui empêche de faire des camions à propulsion électrique. Sauf que, de toute façon, ils doivent s'arrêter, les conducteurs doivent s'arrêter toutes les 2 heures, si je ne me trompe pas. Ils mettent en recharge. Alors évidemment, recharger le kit de batterie d'un camion, là, il faudra quand même des alimentations solides. 1,1 million d'utilitaires. Alors je suppose que les utilitaires, ça va des petits véhicules d'1 tonne à 3,5 tonnes peut-être comme chez nous. Enfin, ça donne quand même une idée de la chose. Ce qui veut dire que les Chinois, qui sont quand même un peuple extrêmement inventif, travailleur et ingénieux, ils y croient. Sinon, on n'en serait pas là, enfin, me semble-t-il. Alors, en 2024, la véhicule électrique en Chine représentait 45% des ventes. 45%. Et en 2025, on a passé les 50%, on est à 52 ou 53%, je crois, si ma mémoire est bonne, ce qui veut dire qu'on a 10% déjà des véhicules qui sont en circulation. Nous sommes à 2,5%, dans un pays qui est quand même plus petit. Hein. C'est pas négligeable. Si nous continuons sur une pente comme ça, je pense qu'on peut arriver assez rapidement aux alentours de 4-5%, ce qui est quand même pas... Et puis suivant l'engouement, c'est-à-dire suivant l'intérêt, évidemment tout passe par là, l'intérêt financier, intérêt personnel, etc., les ventes accéléreront. Alors, ça ne va pas être une exponentielle, mais je veux dire, les ventes accéléreront, bien entendu. Depuis 2015, la Chine est le premier marché, comme je viens de dire, le premier, fabricant, vendeur de véhicules électriques et rechargeables dans le monde. Les statistiques que je vous ai précédemment données concernaient l'électrique et le rechargeable. Alors, la voiture électrique française, quel avenir? Ah oui, ça faut quand même se poser un peu la question. Alors, problème de la France, je pense que chacun le connaît. En fait, je ne pense pas dévoiler des secrets. Bon, le pays des taxes, puisque nous sommes actuellement quasiment maintenant champions du monde. Hein. Et autre charge, le niveau général, je dirais les capacités financières des Français, on ne peut pas dire qu'elles aillent en montant. Hein. Je crois que de ce côté-là, on voit un parc automobile qui vieillit, malgré toutes les contraintes qu'on peut mettre pour essayer d'éliminer les véhicules. Mais il arrive un moment où on ne peut quand même pas trop tendre la ficelle. Voilà. Nous avons démarré dans les années 2010 le véhicule électrique avec beaucoup de
d'aides financières, donc, qui sont des aides de l'État, donc à travers les impôts de chacun, hein, faut pas l'oublier, mais sans avoir démarré les batteries, la fabrication de batteries correspondent. Alors c'est en train de se faire en France, en Europe, mais bon, il faut que ça démarre. Et puis à quel prix? Toujours pareil. Alors tout ça donne un avantage évidemment, et a donné un avantage très important à la Chine, et je dirais même donne toujours un avantage très important à la Chine. Alors, on a tendance à dire oui, mais deux remarques qui se font fréquemment. Si le véhicule électrique ne se développe pas en France, c'est la faute aussi des Français qui ne sont pas vraiment emballés par ça, et que c'est plutôt un marché de passionnés, de gens qui ont un intérêt pour le véhicule électrique. Alors, bon, ça, non. Personnellement, j'y crois absolument pas. Le Français, il est quand même pragmatique, et voilà où est son intérêt aussi. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et puis, également en Europe, si c'est quelque chose qui stagne, si le véhicule thermique a subi un gros effondrement, il ne faut quand même pas oublier, en 2024, moins 40, moins 50%, quand même, hein, compris en France, absolument énorme. C'est pas la faute du véhicule électrique, ça. C'est pas avec 2,5% du parc et 17% des immatriculations que ça a fait effondrer le marché du véhicule thermique. Il faut être un peu sérieux quand même, hein. Alors, en revanche, ce que je note, alors là, on ne va pas rentrer dans la politique ni dans tout ça, mais on est quand même bien obligé de l'aborder un peu. C'est un constat. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles pour comprendre ça. Il y a le retour de boomerang, évidemment, des sanctions contre l'Empire des ours, enfin, que le pays des ours, pardon, c'est-à-dire la Russie. Bon, si ça a affecté un peu la Russie, la première année, c'est pas le cas aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Donc, nous, en revanche, bien. De ce côté-là, il n'y a aucun problème, hein. Ne serait-ce que voir le prix de l'énergie, le prix du gaz, le prix de tout ça, enfin bon, tout ça, c'est de la finance, en fait, hein. La perte du marché russe. Alors ça, il faut quand même en parler, parce qu'il n'y a pas que celui-là. La perte du marché russe, Renault, quand même pas n'importe qui, quand même un gros fabricant dans le monde, hein, était le premier fabricant et vendeur de véhicules en Russie. Véhicule très apprécié. Et puis, vous savez qu'au début des sanctions, Renault a été prié de rapatrier la France. Très bien. Bon, imaginons la perte financière. Qui a remplacé Renault? Les Chinois. Faut pas oublier, je dirais, la coopération de plus en plus intime entre la Chine et la Russie, qui voient parfaiement leurs intérêts réciproques. Et je dirais, il y a même une certaine appréciation réciproque. Je parle humaine. Donc ça, c'est quand même assez douloureux. Imaginons que je sois le directeur de... je m'octroie tout de suite des titres, hein. Ça peut être pareil pour vous. Vous êtes directeur là-bas de chez Renault, on vous dit de rentrer, vous rentrez, et puis vous avez un ami qui est, lui, dans une grosse société, directeur ou président d'une grosse société chinoise. Il voit une place vide. Mais ce serait quand même un peu stupide de ne pas la prendre. Enfin, me semble-t-il, avec un marché qui est énorme. Aujourd'hui, la Russie, si on compte un peu le Donbass, qui de toute façon, et la Crimée resteront russes, un flot également, dont on ne parle jamais, d'Ukrainiens. La Russie est le plus grand pays d'accueil des Ukrainiens, il ne faut pas l'oublier. On est aux alentours de 160 millions d'habitants. Et la Russie a un énorme besoin de main-d'œuvre, et surtout de main-d'œuvre un peu spécialisée. Ces gens-là vont devenir des consommateurs. Je n'invente rien, c'est un fait, c'est tout. Il n'y a pas besoin, là encore, de se raconter de belles histoires. Non, c'est une réalité. Ensuite, comme sans doute le marché en Russie ne suffisait pas, nous avons perdu aussi le marché, une bonne partie du marché de l'ex-AOF, Afrique occidentale française, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest.
Bon, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est constitué ce qu'on appelle l'AES, Alliance des États du Sahel. Ça a commencé par le Mali, le Burkina Faso, le Niger. 70 millions d'habitants, à peu près. Ça doit représenter, alors je dis ça de mémoire, en surface, 4 fois la France, à peu près, au moins. Mais il y a aussi d'autres pays alentours qui veulent se rallier à cet AES. Véhicules français en AES, terminé, il n'y en a plus. Alors il en reste des vieux, on voit encore des vieilles 404 qui roulent toujours. Mais alors question. Pourquoi n'a-t-on pas remis au goût du jour la 404, la 504, des véhicules bâchés par exemple pour point de vue utilitaire, la 2 chevaux qui passe partout, le 4L. À l'époque, la question s'est posée, je me rappelle très très bien. Les constructeurs, oh non, c'est pas rentable, etc. Que s'est-il passé? Eh bien, les Japonais sont arrivés, puis les Japonais, ils ont faibli, et sont arrivés les Chinois, qui eux n'ont pas dit vous allez nous acheter nos véhicules, sinon ça va barder. Non. Et ils ont dit voilà, on a étudié votre besoin, et on vous propose ces véhicules-là à un prix de chez nous, transport compris. Nous avons également les pièces détachées, nous avons les concessionnaires, nous allons former les garagistes, etc. Et aujourd'hui, la grande majorité des véhicules en AES, mais également, ça c'est en retour, évidemment, il ne faut pas rêver, sont chinois. Et les gens sont très contents. Et ça va plus loin que ça. Maintenant, nous avons des véhicules, des 2 roues électriques. Pourquoi? Tout simplement parce que ces pays sortis de l'ère coloniale sont en train de se développer. Ce sont des pays d'avenir. Ça, c'est clair, et j'en parle en très bonne connaissance de cause. S'il y a des amis africains qui m'écoutent, je pense qu'ils doivent, bien recevoir ce que je suis en train de dire. Donc le résultat, on goudronne, on a des voies rapides, on commence à faire des autoroutes, etc. Et ça va très vite. Il ne faut pas oublier que ces pays, c'est 65% de jeunesse. Donc, main-d'œuvre facile à trouver et pas d'esclaves. Parce que là, j'entends déjà les esprits chagrins là, sur le sujet. Et donc, le résultat, des pays en plein démarrage, en plein boom. Donc, 2 roues électriques, vélos électriques, mais également ce qu'on appelle les triporteurs. Triporteurs, c'est quoi? Alors là, on retrouve encore les Chinois, bien sûr, qui ont étudié le marché, ce qu'on aurait pu faire, on n'a pas fait, bon. C'est une fourche avant de moto, en général un monocylindre, un siège pour s'asseoir, le moteur en dessous, et derrière, une petite benne qui peut se basculer, y compris même électriquement, j'en ai vu, pour 250 kg de charge, voire 500 kg, et je crois même qu'il y a des 1000 kg. Et ces véhicules-là font des centaines de kilomètres par jour. On en voit partout. C'est en millions. Qu'est-ce qui nous empêchait, nous, de faire la même chose? Nous parlons la même langue. Nous avons eu plus d'un siècle de vie commune ensemble. Nous sommes liés par des mariages, par des amitiés, par des tas de choses. Eh bien non, terminé. Terminé. Écoutez, prenez notre place, voilà. Bon, ça s'arrête là. Alors, l'Algérie, maintenant, je connais un peu, l'Algérie, c'est pareil, les véhicules français, il y en aura de moins en moins, de toute façon, compte tenu de la qualité des relations que nous avons avec l'Algérie. Puis ça va s'étendre, faut pas rêver. Tous ces gens réfléchissent, regardent les choses d'une façon pragmatique, et puis ils avancent. Voilà. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, le marché de... Alors, oui, pour tout ça, pour finir, mais quel va être, sur ces bases, le marché en Europe du véhicule thermique, sachant que, à force d'avoir mis des droits de douane sur les marchés asiatiques, en particulier, le marché chinois, eh bien, les Chinois, qu'ont-ils fait? Ils ont dit, écoutez, nous, on vous bat les mêmes, ça me paraît normal, puisque vous ne voulez pas ouvrir votre marché, nous, on vous ferme le nôtre. Donc, BMW, Mercedes, Porsche, etc. Voilà. Alors, France, alors, j'en parle pas.
Et, alors, le marché pour le véhicule électrique est à tonnes. Pourquoi? Je parle du véhicule d'occasion en France. On revient en France un petit moment. Le coût trop élevé des batteries. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Par rapport à la décote Argus d'un véhicule, coût des batteries, posées et tout, vous en avez vite. Alors sur une voiture, une 63 kW, on est dans la fourchette 8 000, 10 000 euros. Enfin, de ce que j'ai pu étudier, disons. Hein. Peut-être un peu moins, mais je ne pense pas. Alors, c'est sûr que même si ça redonne de la valeur au véhicule, ça fait réfléchir. Le coût du travail en France, bon, j'ai pas besoin de passer la porte d'un concessionnaire. Déjà, le fait d'ouvrir la porte, c'est pas gratuit. Hein. Le blocage par les normes qui sont devenues énormes. Alors, vous avez l'argument prétextant une atteinte au marché du véhicule neuf. Bon. Et puis l'attitude de la communauté européenne, c'est-à-dire de Bruxelles, vis-à-vis du véhicule, où il ne faut pas les garder trop longtemps au titre de la pollution, au titre de cela. Mais parallèlement, on a des grands bateaux qui marchent dans les moteurs de 100 000 chevaux, marchent à l'eau minérale bio, qui traversent l'Atlantique, le Pacifique, de plus en plus, mais là apparemment ça ne pollue pas. Alors, il y a un freinage des 4 roues. C'est ce qu'on constate, enfin moi ce que je constate. Il y a une campagne actuelle anti-électrique, bon, je crois que ça me paraît tout à fait clair. Combien de fois je peux lire ou entendre, là, il ne faut plus acheter de véhicules électriques, c'est une arnaque, c'est ceci, c'est cela. Bon, j'aimerais qu'on réponde, par exemple, sur tous ces arguments. Alors, bien sûr, si c'est des arguments qui ne tiennent pas la route, c'est pas la peine. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de problèmes, il ne faut pas les nier, mais qui sont des problèmes artificiels. Ensuite, la voiture électrique, quand elle est née, ne faut pas lui faire dire ce qu'elle n'était pas faite pour dire. C'est-à-dire qu'elle n'était pas faite pour faire Dunkerque-Menton en une seule traite. On revient encore sur les mêmes choses, il faut comparer ce qui est comparable, bien sûr. Et puis, sachant que ça va se perfectionner. Si on regarde bien, le perfectionnement des batteries, des véhicules électriques, a été autrement plus rapide que celui du moteur thermique. Il a fallu un siècle pour arriver à des moteurs comme on a aujourd'hui, qui sont très performants. Mais avec quelle électronique autour? Tout ça, ça coûte cher. Il faut l'entretenir, ça tombe en panne. Problème d'ailleurs de l'Afrique. J'y reviens 2 secondes. On a envoyé des tas de véhicules, on en voit toujours plus ou moins, européens pour l'Afrique, mais qui sont des véhicules de chez nous, plein d'électronique. Ça dure quelques mois. Poussière et chaleur, ça va pas ensemble. Pour les camions, c'est pareil. Là, j'en ai pas parlé, je m'excuse de refaire une petite marche arrière. Les camions, aujourd'hui, les camions chinois sont beaucoup plus appréciés des gens du BTP pour transporter du pulvérilant, des cailloux, tout ce que vous voulez, que les véhicules européens. Ils sont plus adaptés. Bon, je reviens à mon sujet quand même. Alors, la campagne actuelle anti-électrique, il n'y a pas de perte financière. Enfin, l'État, en tout cas, n'acceptera pas les pertes financières. Or, il y a la fameuse TICPE, aujourd'hui, c'est une perte. Parce que véhicule électrique ne passe pas à la pompe faire le plein en essence ou en gasoil. L'application des droits de douane, je viens d'en parler, avec un renchérissement énorme. Si vous prenez un véhicule en Chine, l'équivalent de 15 000 euros en France, c'est déjà un beau véhicule, intérieur cuir, etc. Quand il arrive en France, il est à entre 40 et 45 000 euros. Comment voulez-vous que les Chinois nous renvoient pas la balle? Ah oui, ça me paraît évident. Alors, tout ça constitue évidemment un grand danger pour les constructeurs européens. Quelle sera la situation des constructeurs européens en 2026-2027? Il y a quand même des soucis à se faire. Nous le verrons d'ailleurs dans la deuxième partie de cette étude. Alors, on peut mettre aussi ce qui est à l'étude actuellement. Ça ne va pas aider évidemment à l'essor du véhicule électrique, alors qu'il était fait à l'origine pour dépolluer l'atmosphère, le fameux carbone.
Les contraintes sur la masse roulante, évidemment, une voiture électrique est un peu plus lourde qu'une voiture thermique. À équivalence de véhicules, hein, bien sûr. Il suffira de mettre, je sais pas, peut-être une taxe parce qu'il y a tant de kilos en trop, hein, par exemple. La taxe au kilomètre, donc ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait un mouchard à bord, enfin quelque chose. Une taxe carte grise, bah oui, ça se fait même pour les véhicules en biocarburant, que j'appelle agrocarburant, il y a des raisons pour ça. Le gaz aussi, je crois, donc voilà. Et puis d'autres dispositions, ça, je me fais pas de soucis. Quelles vont être les conséquences directes de ça? Eh bien, un grand avantage pour la Chine. Et comme nous le verrons, les constructeurs chinois sont en train de constituer un réseau de vente en Europe, et même de construction. Donc, beaucoup de soucis à se faire. C'est-à-dire que nous avons, et là je le dis, mais je crois que je ne suis pas le seul, c'est pas une trouvaille, nous avons un peu tendance à fonctionner en marche arrière. Bon. Alors, bas prix de vente, évidemment, nous l'avons vu, réseau en cours de constitution, je viens de le dire, qualité du matériel, oui, très beau matériel. Et puis on arrive à une Europe qui n'est plus compétitive, voilà. Alors que pourrait-on faire maintenant aussi pour aider un peu au marché de l'occasion? Parce que ça peut aussi intéresser évidemment tous les constructeurs, quels qu'ils soient. Ça serait pour tous ces véhicules d'occasion un kit. Mais un kit banalisé, au moins sur certains types de véhicules, qui s'adaptent sur, voilà, un peu comme différents produits qu'on achète, et on vous dit, ah ben ça s'adapte sur tac. Je pense en particulier à une application des batteries sodium, et avoir un kit qui permette aux véhicules de repartir pour 5-6 ans, à un prix tout à fait correct, et qui soit banalisé sur, je sais pas, 4 ou 5 sortes de véhicules. C'est certainement faisable. Et je pense que, j'ose pas dire que les Chinois y ont pensé, mais certainement, je me fais pas d'illusions. Et ça redynamiserait évidemment le véhicule d'occasion. Alors régulièrement, on nous montre des parcs avec des milliers de véhicules qui, paraît-il, sont en train de pourrir, parce que plus personne n'en veut. Oui, je connais les mêmes photos pour les véhicules thermiques, hein, ce que j'appelle à pétrole, à essence et à gasoil. Bon, là aussi, il faut rester pragmatique et pousser le raisonnement un peu plus loin. Pour finir, à ce moment-là, on aurait évidemment un grand intérêt pour l'occasion. C'est évident. Et là, si vraiment on veut faire de l'écologie avec nos véhicules, premièrement, c'est de les remettre en service au niveau de l'occasion, leur redonner une nouvelle vie, et avec des batteries, genre type sodium, qui n'ont pas de conséquences environnementales particulières. Et je suis absolument convaincu qu'on va y venir, et rapidement. On en reparlera dans notre deuxième vidéo, deuxième étude, la semaine prochaine, sur le véhicule électrique. Alors pour finir, le client, si je prends le client français, le client français, il va vers son intérêt, bien entendu. C'est clair. Et ça se comprend. C'est-à-dire le rapport qualité-prix. Alors ce que j'espère, c'est qu'avec le véhicule en France, véhicule électrique ou rechargeable, je ne suis pas un fanat des voitures rechargeables, mais enfin bon, ça c'est personnel, qu'on ne recommencera pas le même scénario qu'avec la Russie, qu'avec l'Afrique de l'Ouest ou que l'Algérie, par exemple. Bon, à suivre. Alors, je vous montre deux petits documents qui se trouvent dans le site internet, que vous pouvez avoir accès gracieusement, comme tout ce qui est dans le site internet, y compris les livres, je le rappelle, www.laplumedutemps, il suffit de vous inscrire, et puis de respecter les conditions générales de vente, bien sûr. Pas de vente. J'enlève le mot vente, puisqu'en fait, je ne vends rien. Je ne veux plus rien vendre, surtout pas en France. Donc voilà. Quel avenir pour la voiture électrique en France et en Europe? Voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre tous les pouces que vous pouvez, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être informé des études suivantes, de
sponsoriser la chaîne si vous le souhaitez, d'être annonceur, et puis de nous aider même. Il y a Tipeee pour ça. Voilà, enfin il y a tout ce qu'il faut. Hein, c'est quand même prévu. Voilà, je vous souhaite bonne continuité, bonne continuation, et, et je vous donne rendez-vous eh bien, la semaine prochaine, et en attendant, portez-vous bien.